Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo où je vais vous présenter 5 histoires d'horreur qui ont été trouvées sur Reddit. Des gens comme vous et moi qui ont partagé des expériences qui les ont traumatisées ou des souvenirs, ce genre de choses. J'espère que ça vous plaira, je vous avoue que c'est compliqué de tourner là avec la chaleur. J'espère que vous vous en sortez de votre côté. Je vais faire de mon mieux pour vous donner des petits frissons. Si la vidéo vous plaît, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram où je poste des nudes, c'est faux. Mais par contre, vous pouvez m'envoyer une histoire effrayante qui vous est arrivée. C'est avec plaisir que je la lirai, que je la repartagerai si vous le souhaitez dans une vidéo dédiée aux abonnés. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez votre petit ventilateur à côté. Et si c'est tout bon, on est parti pour ces 5 vraies histoires d'horreur. La première histoire que je vais vous raconter sera celle de quelqu'un que nous appellerons Lindsay. Lindsay nous dit que tout commence alors qu'elle est âgée de 6 ans. Sa sœur et elle ont été emmenées par leur maman voir un dentiste spécialisé pour les enfants. Un dentiste connu sous le nom du docteur Daniel, et son cabinet dentaire se trouvait chez lui dans une sorte de manoir. Lindsay nous explique que quand elle était jeune, elle faisait preuve d'énormément de timidité, mais une timidité qui pouvait parfois entraîner un mutisme, c'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas à parler tellement elle était timide. Alors elle comptait énormément sur sa maman pour parler à sa place. Lindsay et sa sœur sont donc allées au cabinet du docteur Daniel. Elles attendaient tranquillement dans la salle d'attente et à un moment donné, le bon docteur, peut-être pas si bon que ça, est venu les chercher. La maman n'avait pas le droit d'accompagner ses filles. La raison, c'est que le docteur considérait que ça pouvait interférer dans son travail et il pensait que laisser les enfants seuls permettait de leur faire développer une certaine indépendance. La maman, elle, était plutôt en accord avec ça, donc elle a laissé ses 2 filles entre les mains du docteur. Une fois dans une autre partie du cabinet dentaire, Lindsay a été séparée de sa sœur, se trouvant donc complètement seule. C'est quelque chose qui lui déplaisait énormément, sachant qu'elle était complètement apeurée, et cette situation n'a pas arrangé les choses. D'ailleurs, elle était si apeurée qu'elle s'est mise à pleurer. Et au bout de quelques larmes, le docteur s'est précipité sur notre amie et a posé la main sur le visage de Lindsay, couvrant ainsi sa bouche et son nez. Et de manière très agressive, le docteur l'a secouée et il lui a parlé violemment, lui disant qu'il fallait qu'elle arrête immédiatement de pleurer. Il a dit que ça pourrait effrayer les autres enfants et que si elle continuait, il se montrerait encore plus agressif. Étant petite, Lindsay ne comprenait pas, donc elle n'a pas réussi à s'arrêter de pleurer. Elle a été donc emmenée par le docteur dans une autre pièce et il a continué à parler d'une manière très agressive à la petite fille. Mais il a également eu un comportement physique violent à son égard. Il a posé la main sur son cou et l'a étranglée. C'est là que Judy, l'assistante du docteur, est entrée dans la pièce. On pourrait penser qu'elle allait être là comme une libératrice de la jeune enfant, mais absolument pas. Elle était complice du docteur. Elle a dit à Lindsay que si elle ne s'arrêtait pas de pleurer, elle lui mettrait une fessée si violente, si forte, qu'elle ne saurait même pas dire ce qui l'a frappée. Alors, notre jeune amie a essayé de se calmer, elle voulait éviter que la situation ne s'aggrave. Elle a réussi. On lui a donné une sorte de concoction, un jus qu'elle devait boire, probablement pour anesthésier sa bouche et que le docteur puisse intervenir. Et au bout de 5 minutes, le docteur est revenu et il a ensuite ramené Lindsay dans le cabinet là où il devait effectuer des opérations. Le docteur a travaillé sur les dents de la jeune fille. Lindsay essayait de rester aussi calme que possible, elle ne voulait pas revivre une situation qui l'avait déjà traumatisée. Elle essayait de rester stoïque, bien qu'intérieurement, elle était complètement terrifiée. Le rendez-vous s'est terminé et Lindsay, qui ne savait pas vraiment comment parler de ce genre de choses, a dit à sa maman que elle et sa sœur étaient terrifiées par le dentiste, par ce fameux docteur Daniel. Et la maman, elle, n'a pas vraiment considéré les paroles de ses filles. Pour elle, c'était simplement une peur entre guillemets banale du dentiste. Alors, elle n'a pas réellement vu le danger et elle n'a pas agi en conséquence. Elle a continué d'emmener ses filles pour des consultations auprès du docteur Daniel. Et chacune des visites
était de pire en pire. À chaque fois, ce qui était une visite médicale se transformait en véritable séance de torture. À chaque fois, Lindsay et sa sœur devaient avoir de lourdes opérations dentaires. Le docteur restait très longtemps sur le travail dans la bouche des deux jeunes filles. Il leur retirait plusieurs dents, parfois sans anesthésier la bouche, donc la douleur devait être insurmontable pour deux jeunes filles. Normalement, un dentiste est censé utiliser des outils, là il y allait carrément au doigt. Il laissait Lindsay attendre pendant très longtemps, 45 minutes, 1 heure, avec, vous savez peut-être, le fameux écarteur de bouche qui garde la bouche ouverte, une position qui n'est absolument pas naturelle. Alors, Lindsay souffrait, et parfois le dentiste patientait ou ne faisait rien. Il mangeait même alors que Lindsay était là à souffrir sur le siège de la pièce où se passaient les opérations. Voyant que Lindsay commençait à se débattre pendant certaines des visites, il l'attachait au siège et avec l'écarteur, n'étant pas une situation naturelle, Lindsay se mettait à énormément baver sans qu'elle puisse s'essuyer. Et le dentiste, mécontent, pour la punir, la laissait attendre encore plus longtemps. Naturellement, le dentiste était toujours aussi violent, que ce soit physique ou verbalement. Il disait de Lindsay qu'elle était un gros bébé, qu'elle devait arrêter de crier, qu'elle allait faire peur aux autres enfants. Et ces opérations avaient des conséquences par la suite. Elle avait des bleus, elle avait des problèmes dans la bouche, des aftes, des inflammations qui l'empêchaient de parler, voire même de manger. Et en justification, le dentiste disait simplement à la maman de Lindsay qu'elle était une patiente compliquée, qu'elle ne se laissait pas faire, ce qui expliquait pourquoi il y avait autant de dommages dans la bouche de la jeune fille bien qu'elle allait chez le dentiste. Et en plus de ça, ça encourageait donc la maman à ramener Lindsay chez ce docteur. Donc finalement, Lindsay se trouvait dans un cercle vicieux. Elle subissait des traumatismes qui faisaient qu'elle revenait chez le docteur, là où elle resubissait des traumatismes, et ainsi de suite. Lindsay vivait donc un véritable enfer, mais à un moment donné, elle a atteint la lumière qui se trouvait au bout de ce tunnel bien sombre et douloureux. Elle est allée voir un autre dentiste. Pour quelle raison? On l'ignore. Peut-être qu'elle avait passé l'âge d'aller voir un dentiste spécialisé pour les enfants. Et d'abord, elle était en grande appréhension de consulter ce nouveau médecin. Elle n'avait vécu pour le moment que l'enfer avec un dentiste, donc pourquoi en serait-il autrement? Et elle s'est rendue compte avec ce nouveau médecin que pas du tout, que ça pouvait très bien se passer. Ce fameux nouveau médecin a consulté, juste pour voir l'historique de sa patiente, le dossier médical concernant la bouche de Lindsay. Et il a été très surpris, car il y a des opérations qui ont été réalisées sur Lindsay qui n'étaient absolument pas nécessaires, c'est-à-dire qu'on lui a par exemple retiré des dents alors qu'elle n'en avait pas besoin. Lindsay est donc passée à autre chose pendant quelques temps, et à un moment donné, alors qu'elle discutait avec un ami, elle avait une conversation sur les peurs d'enfance, et tout de suite ce qui lui est venu en tête, c'est la peur qu'elle avait d'aller chez le dentiste, et ça lui a ravivé tous les douloureux souvenirs des moments qu'elle avait vécus au sein du cabinet du docteur Daniel. Alors, assez curieuse, elle s'est dit qu'elle allait faire une petite recherche sur internet afin de savoir ce que cet homme devenait. Et elle a été très surprise des résultats. Déjà, elle s'est rendue compte que le cabinet du docteur avait fermé, ce qui est une très bonne chose. De plus, il y avait énormément d'avis sur le cabinet qui étaient extrêmement négatifs. Des avis d'anciens patients qui relataient des mêmes événements qu'avait pu vivre Lindsay. Lindsay n'était pas la seule victime du sadisme du docteur Daniel. Autre point, ce fameux docteur était un arnaqueur. Alors, il était bel et bien un docteur, dentiste, oui, mais ce qu'il faisait en fait, c'est qu'il réalisait des opérations qui n'avaient pas lieu d'être pour pouvoir gagner de l'argent sur les assurances des patients. Pour vous expliquer plus simplement par rapport à nous en France, certaines opérations peuvent être prises en charge par la sécurité sociale. Et bien c'est comme si ce docteur faisait des opérations inutiles pour avoir de l'argent de la part de cet organisme. Pourquoi a-t-il arrêté finalement de pratiquer sa médecine? Ça, on l'ignore. Est-ce qu'il a été démasqué ou dénoncé? Ça, c'est le mystère de cette histoire. Autre détail, par rapport aux souvenirs de Lindsay, elle pense qu'en fait le médecin, à chaque fois, interdisait les enfants de pleurer ou de crier pour que les parents ne rentrent pas dans la salle d'opération et se rendent compte de ce qui était en train de se passer. Quoi qu'il en soit, on ne peut être curieux que Lindsay ait pu finalement passer à autre chose, qu'elle ait trouvé des médecins qui soient compétents
et bienveillant, et que le fameux docteur Daniel, lui, est arrêté de livrer des enfants à son sadisme. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous présenter le témoignage de quelqu'un que nous appellerons Stella, une histoire qui l'a énormément marquée. Stella nous explique qu'elle réalise des études dans une ville, petite ville de l'Utah aux États-Unis, qui n'est pas la ville où elle a grandi. Elle nous explique, pour contextualiser un peu, que sa famille est une famille qui ne roule pas sur l'or, loin de là. Alors, sachant que vers la fin de son adolescence, elle a eu des problèmes de santé, eh bien ça a fait que beaucoup d'argent de la famille de Stella est parti dans la résolution de ses problèmes de santé. Alors, elle n'a jamais eu les moyens de payer le permis de conduire, de payer une voiture, et quand elle est partie par la suite faire ses études, elle n'avait cette fois-ci plus le temps de passer le permis de conduire. Et à un moment donné, on est arrivé à un moment qui est important pour les Américains. Ce fameux moment, c'est celui de Thanksgiving. Stella voulait rentrer chez elle. Elle vivait dans un dortoir et elle savait que la plupart des occupants du dortoir allaient partir en cette occasion spéciale, et elle ne voulait pas vraiment rester toute seule pendant cette période de fête. Alors, bien qu'elle ne pouvait pas aller d'elle-même avec son véhicule dans sa famille, elle s'est dit qu'elle allait passer par une solution qui était plus économique. Cette solution, c'était un bus. Alors, elle s'est renseignée, elle a contacté son grand-père, et son grand-père a dit qu'il était complètement d'accord pour aller chercher Stella à l'arrêt de bus. Donc Stella a réservé son billet de bus, elle a demandé à sa colocataire qui vivait non loin de Salt Lake City, là où Stella devait prendre son bus, et elle était d'accord pour l'emmener avec sa voiture jusqu'à l'arrêt de bus. Le bus partait aux alentours des minuit. Alors vers 20 h, les deux amis ont pris la voiture et le trajet s'est bien passé. Stella a été déposée comme convenu à l'arrêt de bus, elle est arrivée bien en avance, elle avait 1h30 de temps à tuer et elle a eu du mal à gérer ses bagages. Elle avait un sac, gros sac qu'elle comptait mettre dans la soute du bus, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais en tout cas dans le coffre qui est sous le bus. Elle avait un sac qui servait de bagage à main, elle avait pris un oreiller, un petit plaid pour dormir dans le bus, sachant qu'elle allait rouler de nuit. Elle qui est étudiante en art numérique, elle a travaillé sur sa tablette graphique afin de passer le temps, et est venu ensuite le temps pour elle de prendre le bus quand il est arrivé. Elle a donc mis son gros bagage dans la soute, ensuite elle est allée voir le contrôleur pour lui donner son ticket, et le contrôleur, après avoir vérifié que le ticket était réglementaire, lui a dit « Je t'aime ». Stella, sur le moment, n'est pas sûre d'avoir bien compris. Ça semblait assez surprenant, sachant qu'elle ne connaissait pas cet individu qui lui dit « Je t'aime ». En fait, elle a bien entendu ce qu'il a dit, mais c'est tellement surprenant qu'elle a des doutes. Donc elle décide de faire comme si elle n'avait rien entendu, elle fait un sourire poli au contrôleur, et elle monte à l'intérieur du bus. Déjà quasiment tout le monde était installé, donc Stella a trouvé une place qui était libre, qui lui convenait, elle a posé son oreiller et son plaid sur le siège, et ensuite, petite de taille, elle a eu du mal à poser son sac à dos sur le compartiment au-dessus du siège. Elle n'y arrivait pas et aucun des autres passagers ne semblait vouloir se dévouer pour l'aider. Et c'est là qu'elle a senti un frottement au niveau de ses fesses. Elle a eu ce réflexe de regarder derrière elle et elle a vu que c'était le fameux contrôleur qui lui avait dit « Je t'aime » qui en fait l'aidait à placer son sac dans le compartiment supérieur. Mais lui aurait pu y arriver en quelques secondes, il était plus grand qu'elle. Mais c'est comme s'il faisait exprès de prendre du temps derrière Stella pour clairement se frotter à elle. Stella, elle est bloquée, donc elle est obligée de subir cette situation. Et une fois que le contrôleur a passé le sac, Stella, gênée mais ne voulant pas créer de drame, sourit poliment, dit merci et essaye de se diriger vers son siège, mais elle est encore une fois bloquée. Et c'est là qu'elle se rend compte que le contrôleur rapproche son visage du sien, les yeux fermés. Stella comprend tout de suite que cet homme cherche à l'embrasser. Tant bien que mal, elle arrive à se faufiler et à s'asseoir sur le siège, à éviter cette situation extrêmement déconcertante. L'homme, lui, voyant que son entreprise a échoué, repart promptement et le trajet ensuite se passe extrêmement mal à l'aise. Elle arrive à destination, elle n'a pas dormi du trajet comme elle avait prévu de le faire parce qu'elle avait peur en fait que le contrôleur profite du sommeil de Stella pour faire on ne sait quoi. Une fois arrivée sur place, elle a retrouvé son grand-père qui l'a ramenée à la maison
Et le grand-père avec qui Stella était très proche a remarqué que pendant la durée de Thanksgiving, Stella semblait différente de d'habitude. Elle semblait mal à l'aise, comme si elle appréhendait quelque chose. Donc, à un moment donné, voulant en savoir plus, le grand-père lui a demandé ce qui n'allait pas, et Stella lui a raconté ce qu'il s'était passé dans le fameux bus, et elle avait peur en fait de devoir reprendre le même bus pour retourner à son université. Elle avait peur de retomber sur la même personne. Alors le grand-père a dit que déjà elle n'allait pas reprendre le bus, que c'est lui qui la ramènerait à l'université même si ça fait de la route. Il préfère faire de la route plutôt que sa petite fille soit agressée. Et il a également dit qu'il fallait contacter la société qui gérait le fameux bus pour signaler l'incident. Sauf que problème, Stella ne connaissait pas le nom du fameux contrôleur, donc il était assez difficile de l'identifier. Quoi qu'il en soit, elle a contacté le service de gestion du bus pour dire qu'il y avait un homme qui avait eu un comportement extrêmement déplacé, mais elle n'a jamais eu de nouvelles du suivi de cette affaire. C'est quelque chose qui a marqué Stella, on peut le comprendre, je pense complètement, et même 2 ans plus tard, elle paye encore les frais de ce traumatisme. Il est impossible pour elle de remonter dans le même type de bus qu'elle a pris cette fameuse nuit. Elle espère au fond d'elle que si jamais cet individu a eu le même comportement totalement déplacé envers une autre jeune femme, que cette jeune femme a réussi à contacter le service de gestion du bus pour communiquer le nom de cette personne et qu'elle puisse être licenciée. Dans cette 3e histoire, je vais vous présenter ce que nous a partagé Célia. Célia nous dit qu'elle était sortie prendre un verre avec des amis. Le lendemain, elle devait aller à l'université, donc elle n'avait pas prévu de s'éterniser, elle comptait partir vers minuit. Et elle nous dit que son petit ami devait venir la chercher pour la raccompagner chez elle. Il devait venir la chercher à pied, mais pour vous expliquer en fait les choses, c'est que Célia a peur de rentrer chez elle quand il est un peu tard, parce qu'elle vit dans un quartier qui selon elle n'est pas vraiment bien fréquenté. Donc ça lui fait peur, et elle vit très proche de chez son petit ami. Alors lui, ça ne le dérange pas de faire l'aller-retour pour accompagner celle qu'il aime. Célia a mis un peu de temps, plus de temps que prévu pour sortir du fameux bar où elle était, alors il y avait nettement moins de transport disponible. Célia et son petit ami devaient attendre qu'un bus de nuit passe les récupérer. Le couple prend un bus de nuit et ils se rendent compte qu'en réalité ce bus de nuit ne dépose pas le couple à leur destination. En fait, ils doivent prendre un second bus de nuit. Donc le couple descend à un moment donné, ils patientent et ils se rendent compte que le prochain bus doit arriver d'ici une vingtaine de minutes. Le petit ami ne veut pas vraiment attendre ce bus, donc il arrive à convaincre Célia de finir la route à pied. Le couple se met donc en marche, ils ont croisé des gens qui semblaient soit sous l'emprise de substances, soit complètement ivres, en tout cas rien qui ne laissait présager d'un danger. Mais à un moment donné, Célia a eu comme un mauvais pressentiment. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, donc elle a demandé à son petit ami de changer de trottoir avec elle. Et elle a eu raison, parce qu'il y avait en fait un peu caché un homme qui ne semblait pas vraiment de bon augure. En voyant que le couple traversait, l'homme a crié, il a essayé d'interpeller Célia et son petit ami, mais il criait juste, il ne disait rien qui montrait quelles étaient ses intentions. Il commençait à se diriger vers Célia et son petit ami. Célia, qui ne voulait pas confronter cet homme, a dit à son petit ami en murmurant de courir, et le couple s'est donc mis à courir pour sa vie. Expression pour dire qu'ils ont couru très vite, jusqu'au moment où ils se sont retrouvés dans la rue où il y avait l'immeuble où vivait Célia. Un immeuble qui a 2 entrées, qui mènent sur 2 rues différentes, et généralement Célia, elle doit ouvrir 3 portes pour rentrer chez elle. Elle a une des portes d'entrée, une porte d'un sas qui mène sur un patio, et ensuite la porte de son appartement. Une fois dans la rue, le couple s'est caché histoire d'analyser la situation. Tout semblait tranquille, alors Célia a sorti ses clés pour rentrer à la maison. Le couple se trouvait au niveau de l'entrée que Célia n'utilisait pas habituellement. Elle avait pour habitude de rentrer de l'autre côté, car c'est là qu'il y avait une sortie de métro qu'elle prenait habituellement, mais là le métro n'était plus en service, et en plus de ça, l'autre porte menait plus rapidement à son appartement. Et alors qu'elle est en train d'ouvrir la porte, Célia constate que son petit ami commence à s'agiter. Il panique, et dès que Célia a déverrouillé le loquet, son petit ami l'a poussé à l'intérieur rapidement et il a refermé la porte ensuite très vite. Célia ne comprenait pas ce qu'il se passait, et son petit ami lui a dit qu'en fait l'homme qu'ils avaient croisé était en train d'arriver, de foncer sur eux en courant à toute vitesse. Ce qui explique la panique du copain de Célia.
Célia nous dit clairement que si elle avait pris son entrée habituelle, le gars les aurait rattrapés. Après cette fameuse nuit, Célia a passé 2 semaines chez son petit ami. Elle avait trop peur de rester seule chez elle, sachant que l'homme l'a vue rentrer dans l'immeuble. Pendant 6 mois, elle a arrêté de sortir boire un verre, d'aller en boîte à cause de cet événement. Et ce qui hante encore les pensées de Célia aujourd'hui, c'est que si cet individu a suivi le couple jusqu'à l'immeuble où Célia vit, c'est qu'il avait des intentions à leur égard. Mais lesquelles? Ça, on l'ignore. Quoique, on peut avoir une théorie. En tout cas, Célia en a une. Célia a appris que 2 semaines après cette fameuse nuit, une jeune fille qui vivait à quelques rues plus loin que là où Célia vit elle-même a été agressée. Elle a été abusée intimement devant son immeuble. Est-ce que c'était la même personne qui avait suivi Célia et son copain, ou est-ce que c'était quelqu'un de complètement différent? Ça, on l'ignore, ça pourrait être simplement une coïncidence, mais il est possible que ce soit le sort, que cet individu qui courait après le couple voulait laisser à Célia. On ne peut que se satisfaire que Célia ou son petit ami n'ait rien eu, et si c'est bien l'homme qui est responsable de l'autre agression, prions pour qu'il ait été mis hors d'état de nuire. Dans cette histoire, je vais vous présenter ce qu'a partagé quelqu'un que nous appellerons Daniel. Nous sommes dans les années 90. Daniel était âgé d'environ 7 ans, il était enfant, et à ce moment-là, nous sommes en été. Et à l'occasion des vacances, Daniel et sa famille sont partis à la mer, ils ont loué une maison située non loin du bord de plage. Pour ne pas dire qu'ils avaient accès à la plage quasiment directement, ce qui est plutôt bien quand on a envie de se baigner rapidement. Et c'est mon cas aujourd'hui, je vous le dis gentiment. Un jour, alors qu'il ne faisait pas très beau, Daniel lui avait envie de jouer sur la plage, mais sa maman lui a dit que non, sachant qu'il était censé pleuvoir sous peu. Mais Daniel a décidé d'en faire un peu qu'à sa tête. Il a profité que sa maman s'absente un petit peu pour sortir sur la plage, jouer et se promener, sauf qu'à un moment donné, il a perdu le chemin de la maison. En fait, il nous dit que toutes les maisons qui étaient au bord de plage se ressemblaient, donc il était difficile pour lui d'identifier quelle était la sienne. Alors, il a cherché, et à un moment donné, il a vu un chemin qui semblait être pour lui le chemin qui allait le ramener chez lui. Il y est donc allé, et en fait, ce n'était pas un chemin qui menait vers d'autres maisons, c'était en réalité un chemin qui menait sur un parking. Et sur ce parking, il n'y avait qu'un véhicule. Ce n'est pas surprenant, il allait pleuvoir, donc personne n'avait envie d'aller à la plage à ce moment-là. D'ailleurs, quelques gouttes commençaient à tomber, et Daniel a vu que ce véhicule, qui était une camionnette assez sale, était occupé par 2 personnes. Une femme assez imposante et un homme du même gabarit qui était lui torse nu et qui fumait une cigarette. Quand la dame a aperçu Daniel, elle est sortie et elle lui a parlé d'une manière extrêmement amicale, peut-être un peu trop. Elle a commencé à saluer Daniel, à lui poser des petites questions, s'il était perdu. Daniel, lui, bien qu'il savait qu'il ne devait pas parler à des personnes inconnues, n'a pas vu le mal ici. Lui n'avait jamais rencontré d'adultes mal intentionnés, des adultes à qui il ne devait pas faire confiance, donc il s'est dit pourquoi ces personnes-là dérogeraient à la règle. Alors, il répond à la dame, il dit qu'il a 7 ans et qu'il cherche sa maman, qu'il cherche à rentrer à la maison. Et la dame lui a dit qu'elle avait des enfants qui avaient à peu près le même âge, avec qui Daniel pourrait jouer, qu'elle avait plein de films qui pouvaient être regardés, des films pour enfants, qu'il y avait même une console de jeu à la maison, donc Daniel est assez excité et lui il est plutôt partant pour aller jouer avec les enfants de cette dame. La seule chose qui l'effraie dans tout cela, c'est l'homme qui est au volant, qui lui regarde notre jeune ami avec un regard plutôt menaçant. Quoi qu'il en soit, la dame propose à Daniel de dormir chez elle. Elle dit que Daniel pourra jouer avec ses enfants, qu'ils pourront regarder un film, elle dit qu'elle a plein de céréales que Daniel pourra manger le lendemain et qu'ensuite sa maman pourra venir le chercher. Daniel lui dit qu'il est ok, mais qu'il doit d'abord demander à sa maman. Et la dame répond que ce n'est pas nécessaire. Je pense que vous voyez vers quoi cette histoire se dirige. En plus de ça, la pluie commence à tomber de plus en plus fortement. Avant, il y avait des petites gouttes et là, on commence à parler de réelles averses. Donc la dame dit « Entre vite dans la voiture avant qu'on ne tombe malade à cause de la pluie ». Daniel commence donc à avancer vers le véhicule. La dame, elle, ouvre la porte coulissante qu'il y avait sur le côté. Et c'est en étant proche de cette zone maintenant ouverte que là, une odeur vient piquer les narines de Daniel. Une odeur nauséabonde, quelque chose qui le repousse instinctivement. D'ailleurs, cette odeur lui fait prêter plus attention à ce qu'il y a
dans l'arrière du véhicule. Il y avait plein de mégots de cigarettes écrasés. Donc Daniel commence à ne plus avoir cette envie de suivre cette dame. Il commence à dire qu'il doit retrouver sa maman, qu'il doit absolument lui demander l'autorisation. Et la dame, elle, change de comportement. Elle n'est plus aussi amicale qu'avant. Elle est beaucoup plus autoritaire, exigeante. Elle dit à Daniel de rentrer immédiatement dans le véhicule. Elle lui donne un ordre. Et donc, Daniel commence à perdre complètement la confiance qu'il avait initialement mis dans cette fameuse dame. C'est là qu'il prend donc une décision, la bonne décision, ne pas suivre ce couple qu'il ne connaît pas. Alors, il décide de partir en courant, mais il était très proche de la dame, donc la dame arrive à l'attraper par le bras, et Daniel se rend compte là que la dame ne le retient pas, elle essaye de l'attirer dans le véhicule. Et il ne sait pas vraiment comment, peut-être l'adrénaline peut-être, mais il arrive à libérer son bras de l'emprise de la fameuse dame. Il court ensuite à toute vitesse. Il arrive facilement à distancer la dame qui avait commencé à le suivre car elle était imposante. Donc Daniel courait bien plus vite qu'elle. Il a réussi à revenir sur la plage et là, un miracle s'est produit. Il a retrouvé sa maman qui était folle d'inquiétude. Il a raconté à sa maman ce qu'il venait de se passer, mais il ne pense pas en fait qu'il a bien raconté ce qu'il s'était passé car sa maman n'avait pas l'air de saisir la gravité de la situation, c'est-à-dire que Daniel a réussi à se sortir d'une tentative de kidnapping. Il explique qu'il est probable aussi que sur le moment, Daniel n'ait pas compris lui-même ce qu'il avait vécu. Ce n'est que plus tard, avec de la maturité et du recul, que là, il a compris à quoi il avait échappé. Dans cette histoire-ci, je vais vous présenter ce qu'a partagé Victoria. Elle nous explique qu'un été, elle a travaillé dans un country club qui avait fermé. L'endroit avait été réaménagé, une partie en tout cas, en club de golf avec un café et un bar. Mais c'était maintenant très loin de ce club de vacances où il y avait terrain de golf. Pour ajouter une petite dimension assez particulière, elle nous explique que l'ancien directeur du country club s'est donné la mort dans le bâtiment quand l'entreprise a fait faillite. Donc il y avait toujours dans les endroits qui n'étaient plus utilisés une certaine ambiance assez particulière. Elle vit sur place, il y avait un appartement à l'étage, il y avait un endroit qu'elle pouvait occuper et en gros ce qui était occupé par ceux qui travaillaient sur place c'était une salle de stockage, mais il fallait traverser parfois certains endroits qui étaient abandonnés pour y accéder. C'était un endroit assez particulier parce qu'il y avait un côté pas neuf mais qui était utilisé pour faire café et à l'étage le bar. Mais d'autre côté, ça faisait très urbex avec des piscines qui étaient complètement vides, des vestiaires qui étaient inutilisés, un sauna qui, pareil, n'était pas utilisé. Donc il y avait vraiment, je pense qu'on peut utiliser l'expression, deux salles, deux ambiances. En plus, il y avait de longs couloirs sombres parce que l'électricité n'était pas présente dans certains endroits qui jouaient sur cette dimension très sombre. Il y avait certains endroits qui faisaient clairement film d'horreur. Pour contextualiser les choses, Victoria dit que elle travaille dans le café. Généralement, elle ouvre assez tôt, vers 6 h du matin. Elle entre, elle désactive les alarmes, etc. Après, elle fait son travail et généralement, assez rapidement, les gens qui jouent au golf viennent dès les premières lueurs du jour. Et le soir, elle ferme. Elle remet l'alarme et ensuite elle peut aller directement dans son appartement qui se trouve à 1 ou 2 étages au-dessus. Ceux qui gèrent ce terrain de golf, café, etc. ont réhabilité un vestiaire et un endroit où il y a des casiers où les gens peuvent, après avoir joué au golf, on en était, venir se doucher, ranger des affaires, etc. Et au vu du passif de l'endroit, notamment à la vue d'un événement en particulier, la mort du directeur qui s'est ôté la vie sur place, eh bien certains des employés ont commencé à penser que l'endroit était peut-être hanté parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas explicables dans un premier temps qui se passaient. Il a vu par exemple qu'il y avait, alors que le truc était fermé, comme si des douches avaient utilisé, que le sol était chaud parce que de l'eau chaude était tombée sur le sol, que ça sentait le savon. Comme si quelqu'un était là, alors qu'il n'y avait personne, qu'il y avait des portes qui étaient fermées initialement, mais qui cette fois-ci étaient ouvertes. Enfin, vous voyez, tous ces petits trucs un peu étranges qu'on n'arrive pas à expliquer, et même en enquêtant, les différents employés n'ont jamais su, à ce moment-là, dire quelle était la cause de ces différents événements. Pas de courant d'air, pas de truc qui pourrait expliquer le fait qu'il y avait de l'humidité, etc. Donc il y a en fait plusieurs événements qui sont enchaînés,
Et au fur et à mesure du temps, les employés, ça leur sortait de la tête. Et un jour, quelqu'un s'est présenté auprès de Victoria pour dire qu'il avait trouvé dans un casier plein d'affaires. Donc là, la pensée commune qui vient, c'est qu'en fait, quelqu'un vit dans l'ancienne enceinte du country club. Et ça, c'est quelque chose qui terrorise Victoria, parce que combien de fois elle s'est retrouvée seule dans les couloirs qui sont abandonnés pour aller éteindre une lumière ou accéder à quelque chose. Et elle se dit qu'en fait, à chaque fois qu'elle était seule, il y avait quelqu'un potentiellement caché derrière une porte qui pouvait la surveiller ou lui faire n'importe quoi. Donc évidemment, pendant quelques temps, elle était très mal à l'aise. Mais quelques jours plus tard, un homme, chauve, un peu grand, une chemise pas en très bon état et des lunettes de soleil, est venu au café pour se plaindre. Il criait dans le café disant que ses affaires avaient été jetées et qu'il allait attaquer en gros le terrain de golf. Et c'est là que pour les employés qui étaient présents, tout s'explique. C'est que la personne qui vit secrètement dans l'endroit, c'est ce gars-là, parce que personne ne l'avait jamais vu avant, et ils ont fait le lien avec les affaires qui ont été retrouvées précédemment dans le casier. Donc l'homme a fait son scandale, et il est parti, et Victoria ne l'a plus jamais revu. La police n'a pas été contactée, et elle ne sait rien en fait sur cet individu. Est-ce que c'était un sans-abri ou quelqu'un qui laissait des affaires là? Elle n'en a absolument aucune idée. Mais c'est en fouillant justement dans les affaires qui ont été trouvées que là, on apprend certaines choses sur cet individu. En fait, dans les affaires, il y avait un bloc-notes. Et sur ce bloc-notes, il y avait diverses pensées de cet individu. C'était quelqu'un qui était visiblement schizophrène et qui était un énorme adepte des théories du complot. Il n'y avait rien qui avait du sens, mais de ce que Victoria a compris, cet individu pensait que, en gros, l'endroit où elle travaille, donc l'ancien country club, était en fait une société secrète gouvernementale, quelque chose comme ça. Et là, il y a une escalade dans le truc, c'est qu'il pensait que c'était une société secrète du gouvernement qui faisait des expériences sur des humains. Et lui, complètement fou bien sûr, voulait en quelque sorte s'infiltrer, un peu comme un espion dans l'endroit. C'est pour ça qu'en fait il vivait ici, et il a été retrouvé dans un autre des casiers, une arme à feu. Donc cette personne voulait en fait faire une descente dans un café, pensant que c'était une société secrète. Il pensait qu'en fait il allait potentiellement libérer des personnes victimes d'expériences abominables, alors que non, l'endroit c'était juste un café. Évidemment, en faisant le lien entre l'arme à feu, les notes, etc. Là, la police a été contactée, mais là où il y a eu un problème, c'est que cette personne, on savait pourquoi potentiellement il était là, mais on ne savait pas qui il était. Donc, bien que tout a été communiqué à la police, l'homme n'a pas été arrêté parce qu'on ne connaissait pas son identité, on ne sait pas où il allait après avoir été dans l'ancien country club. C'est là que l'histoire de Victoria se termine. Elle conclut en disant que sur la fin de son travail, elle a énormément stressé de s'aventurer seule parfois dans les couloirs de nuit, ce qui est complètement compréhensible. On espère en tout cas que la personne qui était victime de schizophrénie a pu être retrouvée et qu'il a pu être pris en charge pour bien l'aider et l'empêcher évidemment de faire du mal à quelqu'un ou à sa propre personne. Et voilà mesdames et messieurs, nous en avons fini pour ces histoires, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. De nouveau, je vous invite à me rejoindre également sur Instagram AkenTV. Il y a normalement, merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut!